Bien, on va commencer par des petites applications de la dualité, des applications classiques, d'autres moins classiques. Déjà, juste sur la base de la formule qui donne les coordonnées d'un vecteur en fonction de la base duale. Voilà. Alors, on va voir que dans le monde des polynômes, particulièrement dans le monde des polynômes, déjà, ça nous donne des tas de jolies formules. Et qu'on va regarder, mais avant tout, il faut une petite propriété préliminaire, mais qui n'est pas inintéressante en soi. Hein, si on prend E, un espace vectoriel donc de dimension n, et on va prendre EI, une famille, juste une famille à n éléments, n, juste la dimension de E, et phi j, une famille aussi à n éléments de E étoile. On suppose que phi j de EI est égal à delta ij. Alors, donc le symbole de Kronecker, hein, toujours, hein, 0 ou 1, alors EI et phi j sont des bases respectives de E et de E étoile. Voilà. C'est un bel exemple de solidarité entre E et E étoile. Vous voyez, une interaction entre les deux. Quand on dit, par exemple, jamais 2 sans 3, eh ben oui, E, bon, ben voilà, c'est E. Ensuite, la dualité, c'est 2. Ça nous a donné E étoile. Mais maintenant, on a le troisième élément, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a un lien entre E étoile et E. Et ce lien, c'est cette espèce d'accouplement, en quelque sorte, entre... voilà, c'est le couple qui forme et qui donne un élément de K. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à bien photographier. C'est typique du fait qu'on se dit, bon ben oui, on a un objet, on a l'objet dual, et après, ben oui, mais on a une interaction entre les deux. Voilà. Donc là, cette interaction va jouer un rôle important pour obtenir des bases. Et d'après ce qu'on a vu, après, on obtient des formules de vecteurs dans ces bases. Donc ça, c'est des choses importantes, on va en voir des applications. Alors donc, la preuve, bon, c'est simple, hein, pour montrer que EI est une base, étant donné qu'il y a n éléments, il suffit de montrer que EI est libre. Bon, on regarde une combinaison linéaire nulle, on fixe J, on applique phi J, et comme phi J est linéaire, c'est somme de lambda I phi J de EI, donc delta IJ, et donc on n'a que des zéros, sauf en I égale J, et donc ça nous fait lambda J égale 0. Voilà, et donc c'est générateur. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, EI est une base, maintenant, c'est clair. Pourquoi phi J est une base? Ben, vous avez toujours deux méthodes dans ce cas-là. Soit vous refaites la même chose, si vous voulez, vous faites la même chose avec une combinaison linéaire des phi J égale 0, et vous l'appliquez à EI. Mais sinon, il y a une méthode beaucoup plus simple, et de dire que c'est fini. Parce que c'est le bidual. C'est-à-dire que quand vous allez regarder, vous pouvez voir phi J comme en fait un EI. Et si vous voulez, hein, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que EI, phi J de EI, c'est EI de phi J. D'accord? Donc, vous avez renversé les valeurs, hein, et phi J va être une base à cause de ce qu'on vient de voir. D'accord? Vous changez juste les choses. Donc, oui, ça c'est quelque chose qui est important. Hein, quand vous avez dans E et E étoile, vous prenez un élément X, on l'a dit, il n'y a pas de X étoile. D'accord? Ça ne veut rien dire, X étoile. Pourquoi? Parce que si X est non nul, bon, à la limite, on peut le prolonger en une base, et ensuite créer un X étoile dans la base, mais ce X étoile dépendra de la base. En revanche, quand vous regardez dans le bidual, donc ça n'existe pas a priori, ça dépend du choix d'une base qui va compléter X si X est non nul,
Mais dans E étoile étoile, donc dans le bidual, là, il y a un X, là, qui ne dépend pas d'une base, hein, c'est ce qu'on a appelé le iota indice X, et qu'on peut, en exagérant un petit peu, en faisant un petit peu d'abus de pouvoir, qu'on peut appeler X. Et c'est ainsi que je dis, c'est ça l'utilisation du bidual, je dis que phi de EI, c'est EI de phi. Si je veux être plus précis, je devrais dire EI dual de phi. Voilà quelques petites explications. Et maintenant, on va passer aux applications pratiques. Une première application, ça va être les polynômes d'interpolation de Lagrange. C'est une application classique de la dualité. Le problème est le suivant. On se fixe n plus 1 scalaire, à 0 jusqu'à an, d'accord? Et on veut trouver P tel que P de AI égale BI. Les BI sont fixés, les AI sont deux A2 distincts, d'accord? Donc ça va être important pour la suite. Et voilà, donc maintenant on a n plus 1, c'est n plus 1 scalaire, et on va trouver en fait un polynôme de degré n. Bah oui, parce que vous voyez bien que si vous avez deux scalaires, donc ça veut dire que vous avez A0 et A1, donc vous fixez B0 et B1, ça revient à se fixer A0, A1, d'accord, B0, B1 que je mets sur l'axe des Y, et ça revient à se fixer deux points, d'accord, et trouver un polynôme tel que P de A0 est égal à B0 et P de A1 est égal à B1 revient à trouver une équation de droite, hein, d'accord. Donc effectivement, hein, on a n égale 1, et donc le degré est 1, et on a bien une équation de droite. D'accord. Donc c'est une généralisation de cette recherche de droite passant par deux points. Et si vous voulez, si n était égal, au lieu d'être égal à 1, il est égal à 2, et bien n égale 2, ça voudrait dire qu'on trouverait une parabole qui passe par trois points donnés. D'accord? À condition, bien sûr, que les abscisses de ces points soient deux à deux distincts. Donc voilà l'histoire. Maintenant, on va rentrer dans le truc. On pose QK égale ce produit-là. Donc c'est produit pour J différent de K de X moins AJ sur AK moins AJ. Alors, vous voyez bien que deux à deux distincts, c'est important parce que ça c'est non nul. D'accord? Et on est dans un corps, donc à partir du moment où quelque chose est non nul, on peut le passer au dénominateur. Voilà, et on prend le produit des x. Donc on a quelque chose qui va être de QK et de degré n, d'accord, vous le remarquerez, puisqu'il y a n plus 1 élément et qu'on a enlevé l'élément correspondant à AK. Ici, voilà. C'est normal puisque sinon on aurait AK moins AK, on aurait 0 ici. Alors donc on a donc un polynôme ici vraiment de degré n. Et maintenant, le polynôme qui va effectivement vérifier ce que l'on veut, c'est P égale somme de K égale 0 à n de P de AK QK. Voilà. Donc les P de AK, c'est les BK. Et donc on a explicitement le polynôme. Donc on peut le voir comme une réciproque de quelque chose. Quand on a P, un polynôme P, on peut l'évaluer en les AI. Inversement, quand on a une évaluation sur une famille de AI, de n plus 1 AI, deux à deux distincts évidemment, parce que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, alors on peut retrouver P, d'accord, grâce à ces QK. Voilà, et la preuve, vraiment, regardez, hein, elle est aérée, hein, et c'est juste l'idée de la dualité, avec la petite propriété qu'on vient de voir, ça donne un raccourci. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la preuve. Regardez, la preuve, elle est vraiment lumineuse en utilisant la petite propriété de tout à l'heure sur l'accouplement entre une forme linéaire et un vecteur, une famille de formes linéaires et une famille de vecteurs. Alors ici, je vais poser pour phi i ce qu'on appelle l'évaluation en AI.
c'est-à-dire l'application qui a un polynôme P associe P de AI. Je vais prendre le polynôme de degré inférieur ou égal à n, d'accord, voilà. Donc AP donne P de AI. Voilà. Et ici, c'est bien, ça va bien de K de xn dans K, hein, ça c'est dans K. Ensuite, c'est bien linéaire en P, hein, c'est clair. Bon, donc c'est une formule linéaire sur K de xn. Maintenant, je pose pour EK les polynômes QK, qui sont bien dans K de xn, puisqu'ils sont de degré n, donc de degré inférieur à n. Et la dimension de cet espace, ben, vous le savez, c'est n plus 1, puisqu'il a pour base canonique, même je dirais, 1, x jusqu'à xn. Voilà. Maintenant, je vérifie que phi I de EK égale delta IK. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je vérifie que, quand je prends ce polynôme-là, c'est-à-dire QK, et que je l'évalue en AI, d'accord? Donc je prends QK, je l'évalue en AI, et ben, qu'est-ce que ça me donne? Ben, si je prends un AI si je prends I égale K, ben, je vais avoir AK moins AJ sur AK moins AJ, donc ça fait 1. Le produit des 1, ben, ça va faire 1. Donc j'ai bien 1 pour K, pour I égale K. Et si I est différent de K, ben, I va se retrouver, on va avoir un AI moins AI au numérateur, donc 0 au numérateur, et quand on va faire le produit, ça va faire 0 partout. Donc ça fait bien 0 si I est différent de K, 1 si I égale K. Et donc, maintenant, ça veut dire que, d'après la propriété, on a une base. Les Q indice K forment une base, et les phi indice I forment une base aussi du dual de ça. Voilà. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la formule du dual, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la coordonnée en QK de P, ben c'est la base duale. Et la base duale des EK, d'accord, c'est les phi, après ça. Et donc, c'est les évaluations en AK. Voilà. Donc, on a cette formule, d'accord, juste en appliquant ce x égale somme de E, je vais mettre K étoile de x fois E indice K. C'est juste cette formule-là avec la base duale ici. Voilà. On passe à la deuxième application. Voilà, on est parti pour une deuxième application. Ça va être la formule de Taylor polynomiale. Vous prenez un polynôme de degré inférieur ou égal à n, p, et en fait, bon, faut faire quand même attention au corps sur lequel on travaille, il faut qu'il contienne Q pour que les éléments là ici, quand on écrit n, factoriel n, on puisse mettre ça au dénominateur, c'est-à-dire que de 1 à n, il n'y a aucun élément nul. Ce qui peut paraître évident, mais quand on est en caractéristique P, ben non, parce que P est nul. Donc, bon, là, il y a... Donc, si ça vous embête, ces choses-là, imaginez que vous êtes sur Q, R ou C, où ces choses marchent très très bien. Mais, en général, ça va marcher à partir du moment où on est en caractéristique qu'on appelle caractéristique nulle, où le corps contient les rationnels. Voilà. Et là, on a une formule de Taylor. Une formule de Taylor où il n'y a pas de reste, pas de epsilon, on est en algèbre. Ici, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Ça s'arrête au n terme, parce qu'après, c'est comme s'il y avait un reste nul. Donc, la formule de Taylor dit que P, c'est P de A, plus P' de A fois x moins A. Après, il y a P seconde de A sur x moins A carré sur factoriel 2. Et on va jusqu'à Pn, dérivé nème de P, en A sur factoriel n. Et ici, x moins A puissance n. Voilà, ça nous fait une jolie formule qui nous dit des tas de choses, qui nous apprend des tas de choses sur le comportement de P par rapport à ses dérivés, et qui a pas mal d'implications. Et donc, c'est la formule de Taylor polynomiale. Donc, je voulais vous la montrer sous l'angle de la dualité.
Hein, donc ici, on va poser pour EK, donc ça va être une famille dans K de X indice N. Donc effectivement, ce sont que des éléments de degré inférieur ou égal à N. C'est X moins XA puissance K sur factoriel K. Donc qui existe bien, donc qui est bien de degré inférieur à n, et qui existe bien parce que on a fait attention à ce que ça ne soit pas 0, hein, faut faire attention. Et puis, on va poser pour les formes linéaires, phi i, qui est la forme linéaire, qui en P associe l'évaluation en A de la dérivée IM de P. Voilà. Alors ça, c'est bien une forme linéaire. D'accord. Oui, c'est une forme linéaire parce que la dérivée, c'est linéaire. Hein, voilà. La dérivée IM, c'est donc linéaire. Et l'évaluation, c'est linéaire. Donc, c'est que des composés de choses linéaires. Donc, c'est linéaire. Et ça va bien, ça, c'est bien un scalaire. Donc, c'est bien ce qu'on appelle des formes linéaires. Alors maintenant, on vérifie qu'on a bien la relation dont on a besoin dans la propriété, phi i de EK égale delta IK. Oui, c'est-à-dire que quand on va prendre ce polynôme, d'accord, on va le dériver k fois. Ici, vous voyez même, vous avez le polynôme 1. Donc vous évaluez en A, ça fait 1. Maintenant, si vous l'évaluez, si vous le dérivez moins de k fois, strictement moins de k fois, il va rester un facteur x moins a, et quand vous allez évaluer en a, vous allez avoir 0. Et quand vous le dérivez strictement plus de k fois, comme c'est un polynôme de degré k, ça va donner le polynôme nul, et quand vous l'évaluez en a, vous avez 0. Donc bref, vous avez 1 si k égale i, et 0 si k est strictement plus petit que i, et k strictement plus grand que i, donc k différent de i. Voilà, donc on a bien la propriété qu'on voulait. Et maintenant, on va pouvoir écrire la fameuse formule, d'accord? Et ici, ça nous donne que P égale somme de J égale 0 à N de phi J de P E J. Voilà, ça c'est la formule, voilà, puisque ces formes-là sont les formes coordonnées, hein, dans la base de J. Et donc, ça s'écrit P égale, donc ça c'est PI A, d'accord? J, pardon, A. Et là, EJ, c'est AJ et factoriel J. Voilà. Et donc, c'est la fameuse formule de Taylor polynomiale qu'on vient de prouver en un claquement de doigts. Voilà. Je profite, tant que j'ai la formule de Taylor écrite là au tableau, pour vous faire remarquer que cette formule de Taylor, elle implique la formule du binôme. Regardez, vous prenez P, hein, un polynôme, vous avez ce développement. Maintenant, pour P, je peux prendre le polynôme x plus, x0 à la puissance n, d'accord? Donc qui est bien un polynôme de degré inférieur ou égal à n, hein, d'accord? Et je prends pour petit a 0, d'accord? Donc qu'est-ce que ça me fait? J'ai x plus, donc là j'ai p, hein, donc je recopie p. Là je vais évaluer p en a, donc en 0, ça fait x0 puissance n. Maintenant je prends la dérivée, c'est n, d'accord? X plus x0 puissance n moins 1. Mais je l'évalue en 0, donc ça fait n x0 n-1, et là je mets x moins 1, c'est-à-dire comme a égale 0, x. Bon, vous avez compris, quand je vais dériver deux fois, je vais avoir n n-1 sur 2, x0 n-2, quand j'aurai évalué en 0, et là j'aurai x2 évidemment, et à la fin, ici j'aurai 1, et là j'aurai xn. Et donc globalement, cette formule, c'est rien d'autre qu'une formule du binôme. D'accord? Donc la formule de Taylor implique le binôme. Voilà, c'était un scoop.